Madame, Messieurs les membres du jury, cher public, chers candidats, bonsoir. C'est un plaisir et un honneur de vous retrouver pour la demi-finale du concours d'éloquence de l'Université catholique de Lyon. L'équipe du Grand Oral de l'UCLI vous souhaite la bienvenue. Que l'aventure continue et puissions apprécier les talents d'orateurs de nos 4 candidats à venir. Pour ce faire, ce soir, les candidats qui vont s'affronter devant vous ont passé avec brio les épreuves de présélection et les quarts de finale, et nous voulions saluer leurs talents. Les candidats devront, durant 10 minutes, nous faire part de leurs réflexions en réponse au sujet. Néanmoins, des difficultés se sont ajoutées, puisqu'ils devront incorporer à leur texte 2 mots que nous leur avons imposés 10 minutes avant leur passage par tirage au sort. Par ailleurs, la notion de l'excès devra impérativement être traitée. Pour rappel, nous vous indiquons que ce concours a été réalisé dans le respect des conditions sanitaires, de distanciation sociale et du port du masque. Et vous en êtes bien la preuve, chers téléspectateurs. Pour votre plus grand plaisir, s'affronteront dans l'ordre Monsieur Burgevin, Monsieur Ravinet, Mademoiselle Huguet, et enfin, pour conclure, Mademoiselle Calmels. Ce soir, le Grand Oral de l'UCLI a le plaisir d'accueillir pour composer son jury Madame Grenier, enseignante en droit et directrice pédagogique en 2e année de droit. Monsieur Olivier, Monsieur le premier vice-recteur de l'UCLI. Monsieur Pissochet, directeur de la communication et du marketing de l'UCLI. Monsieur Cuoc, enseignant et directeur pédagogique à l'UCLI. Monsieur Pereira Rios, président du Cercle Convergence. Et enfin, Monsieur Hadj, enseignant à l'UCLI et en école de commerce, mais aussi directeur de salle du Cercle de l'Union. Alors vous, nos chers candidats, puisse le sort vous être favorable. Monsieur Burgevin, prenez place, vous avez 10 minutes. Merci. N'oubliez pas de nous rappeler vos 2 mots, s'il vous plaît. Mes 2 mots sont désert et chronophage. J'attends un début ou j'y vais? Vous avez 10 minutes. Comment ça va? Ça va bien? Répondez pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais qui s'intéresse vraiment à la réponse à cette question? On s'en fiche de savoir comment vont les gens. On s'en fiche de savoir si les gens sont heureux. D'autant plus que comment ça va, ça veut dire comment allez-vous à la selle. Et franchement, je veux pas savoir. Alors, tu vas bien? Non. Et toi, tu vas bien? Non, moi, ça va mal. Après mon passage de la semaine dernière, j'étais sur un petit nuage, tout là-haut. Et déjà, j'ai vu que le monde va mal, d'en haut. Et en plus, je suis tombé. Je me suis fait mal. J'avais oublié que pour écrire un discours, il fallait travailler. Voilà. Je me présente donc devant vous aujourd'hui sans la moindre once de bonheur. En même temps, qui n'a pas de soucis? Qui n'a pas de problème? Qui n'a pas un enfant qui ne fait pas ses nuits ou un partiel qu'on ne révise pas et qu'on révise encore moins à mesure qu'il approche et qu'on prend conscience que moins on révise, moins on aura le temps de tout réviser? On est malheureux. Alors je vous repose la question. Non. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vous sentez en bonne santé? Est-ce que vous vous sentez bien moralement et physiquement? Ouais, je vous avoue, c'est un petit peu plus chronophage, mais c'est plus vrai. Nous n'allons pas bien. Et pourtant, regardez-nous. Nous avons tout. Je vous l'affirme aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas assez. Matérialiste, capitaliste, faquin. Calmez-vous. Oh. Je n'ai pas encore commencé. Je le répète, nous n'avons pas assez. Et je ne suis pas le premier à le dire. Par exemple, Dieu, dans son best-seller La Bible, nous disait qu'on était tous
des pauvres de cœur. Alors là où ça se corse, c'est qu'il dit que dans ce cas-là, on est tous bien heureux et que le royaume des cieux est pour nous. Mais ça nous renseigne sur une chose. Ça veut dire que si on est malheureux et que la seule chose qui peut nous combler, c'est un royaume céleste, ça veut dire qu'il en faut beaucoup pour combler notre malheur. Et encore plus, si notre royaume céleste, c'est l'amour d'un père, alors l'amour, c'est énorme. C'est pas si peu. Vous manquez d'amour? Moi, je vous aime, mais je vous adore. Désert. Je vous le répète, je vous aime, même si ça n'a pas l'air de faire mouche. Dans ce cas-là, on va faire de la philo. On m'a dit que c'était le remède à tous les maux. Si je ne vous ai pas touché avec mon grand arc de Cupidon, c'est bien parce que vous pensez que mon amour manque de sincérité. Vous me trouvez hypocrite. Alors, si je veux vous toucher, il faut que je devienne vous. Il faut qu'il y ait un décentrement, que je devienne vous pour vous comprendre et vous parler, et que vous deveniez moi pour m'accueillir. Il faut qu'il y ait une intelligence de l'être, comme dirait Heidegger. Avec cette intelligence, j'ai envie de vous le dire encore une fois, je vous aime, je vous adore, je souhaite tout votre bonheur. On dirait qu'il en faut plus pour effacer vos peines. Si, j'ai une idée. Alors souriez. Allez, on ne vous voit pas. Mais souriez. Non, souriez, je vous dis. Il y a des études qui ont prouvé que le sourire libère des endorphines. Alors c'est assez connu. L'endorphine, c'est l'hormone du bonheur. Alors allez-y, souriez. Souriez. Et prenez du plaisir à sourire et devenez plus heureux encore. Ça n'a pas l'air de marcher. Mais si le bonheur physique ne fonctionne pas, alors il faut le bonheur immatériel. Et c'est vrai que le bonheur physique, on le compare au bonheur matériel, c'est le beaucoup qu'on oppose au peu de la nature et de l'eau fraîche. Alors penchons-nous un peu plus sur la connaissance, sur la beauté. Qui n'a pas ressenti un frisson dans l'échine en écoutant les accords que fait vibrer Gabriel Fauré? Pour d'autres, c'est la lecture d'un Proust, la vision d'un Caravage. J'ai une autre idée. Oui, pour d'autres, c'est la connaissance, le souverain bien, se rechercher toujours, chercher à se connaître, à connaître le monde, à voir le monde avec de nouveaux yeux. Ça rend heureux. Ou alors, si on écoute les bonnes sœurs, si on écoute ma grand-mère, c'est le don, donner de soi-même. Et le plus beau des dons, c'est de faire don de son humanité. Et ça, les artistes le font très bien. Mais là, vous allez me dire, je peux être malheureux et lire du Proust. Alors oui, même si je pense que vous lirez plutôt Verlaine. Et vous avez complètement raison. Beaucoup d'artistes sont malheureux. J'en place une pour Schumann dans son asile, une autre pour Mozart dans sa crèche d'enfants morts, et une dernière pour... Bach dans sa crèche d'enfants morts, et une dernière pour Mozart, au fond de ses dettes. Vous voyez, je vous ai cité beaucoup de ces peu qui font le bonheur. La foi, l'empathie, l'amour, la beauté, le don. Ça fait beaucoup, là, non? Et dire qu'il faudrait tout à la fois, ça semble un petit peu compliqué. Il en faut beaucoup pour être heureux. Est-ce que vous saviez que la distance moyenne séparant deux barreaux d'une échelle, c'est 28 cm? C'est incroyable, ça. Alors, ça n'a aucun rapport, mais c'était juste pour vous garder avec moi. Je pense qu'on se trompe d'échelle sur le bonheur. On l'imagine comme un état durable, qu'on pourrait être heureux toute notre vie. Mais je vous le dis, c'est bien parce qu'on est affamé à un instant T qu'on va manger ce tacos triple viande, sauce algérienne à 5 heures du matin, et le mal de ventre qui s'ensuit le lendemain. Il est d'autant plus douloureux qu'on a pris du plaisir sur ce banc, embué, rassasié. En fait, il y a deux échelles du bonheur. Le bonheur des instants. Je suis heureux maintenant. Je suis heureux là-bas. Je suis heureux là-bas. Et le bonheur de toute une vie. Si vous voulez, dans 80 ans, on se fait un déjeuner, peut-être qu'on sera sur Mars ou alors dans un café, si ça existe encore, et on fera le bilan sur nos vies. Si vous me dites que vous êtes heureux à ce moment-là,
c'est pas parce que votre vie aura été heureuse tout du long. Non, c'est parce que l'alternance des batailles qui composent votre vie n'auront fait que ressortir le bonheur. En fait, le bonheur, il est plus fort que le malheur. C'est un médicament qui soigne nos souffrances. Alors, soyons heureux. Et à ce moment-là, dans les deux échelles du bonheur, celle des instants, celle de la vie, 3 conseils. Il en faut beaucoup pour se remplir. Il faut se remplir pour être beaucoup. Et déborder, c'est partager. Alors là, vous vous dites, mais il a complètement débloqué, qu'est-ce qu'il raconte? Ou alors vous vous dites, mais il est catholique, qu'est-ce qui se passe? Ou alors vous vous dites, mais qui est cet impertinent, cet imbécile qui nous dit que l'excès, c'est bon, alors que l'excès, c'est mauvais? On sait bien que tout le monde n'a pas les mêmes chances dans la vie. Alors, déjà, oui. Je vous rappelle que je vous ai cité quand même l'Évangile selon saint Matthieu. Et oui, je suis un jeune impertinent, mais pas dans le sens que vous croyez. Oui, je défends l'excès, mais l'excès de ces peu, de ces pas beaucoup, de ces beaucoup de pas beaucoup, de ces beaucoup de peu de pas beaucoup, qui font le bonheur. Il faut qu'on déborde d'empathie, déborde de beauté, de connaissance, qu'on déborde de nous-mêmes pour pouvoir le donner aux autres. Si vous me dites, mais moi je peux me réjouir d'un ciel bleu, je vous répondrai, mais dites-moi, vous n'avez pas de cancer du poumon? À ce moment-là, mais oui, mais je suis malheureux, je suis seul, je suis malade. Alors à ce moment-là, quand il y a un rayon de soleil, je suis heureux. Mais c'est qu'il vous reste des yeux, c'est qu'il vous reste de la peau pour ressentir le soleil. On n'est pas conscient de tous les paramètres qui forgent notre bonheur. Ils sont partout autour de nous. L'air que nous respirons nous rend heureux. Et si on réfléchissait à chaque bouffée d'air, on exploserait. Alors comment ça va? Est-ce que vous êtes heureux? Moi, je pense que oui. Vous nous avez, nous, la belle vie, sans souci, sans problème. Moi, je crois que je suis heureux. Je vous ai, vous. J'ai des puits d'autres. J'ai vos yeux qui scintillent, vos portes vers d'autres horizons. Je suis heureux parce que je suis là. Je me tiens devant vous. Je sens l'air qui caresse ma main. Je me retourne et je vous vois. Et je vous dis, vous qui cherchez le bonheur, continuez de scintiller. Continuez d'être. C'est pas peu de le dire. C'est beaucoup de l'être. Être heureux, c'est beaucoup. Être heureux, c'est trop. Être heureux, c'est tout. Merci. Merci, Monsieur Burgevin. Le jury, avez-vous des questions? Oui, Madame Grenier. Alors, j'ai une petite question. Il existe un adage latin qui dit Beati pauperes spiritu, qui laisse supposer que peut-être quand on est trop intelligent, on n'a pas la même aptitude au bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que ça vient de la même pensée qui est la pensée socratienne célèbre. Je sais une seule chose, c'est que je ne sais rien. En fait, ça parle de la conscience. Et quand on a la connaissance, on est allé au-delà, on est allé au-delà de Socrate. Avec Spinoza, par exemple, en fait, la conscience de notre déterminisme nous rend notre liberté. Et on va au-delà. Être intelligent, ça peut rendre heureux, au contraire. Parce qu'on a conscience de ce qui ne nous rend pas malheureux. Monsieur? Assurément. Assurément, le plaisir, c'est celui dont je vous ai parlé. Le plaisir, c'est celui d'un verre de blanc, c'est celui d'un tacos 3 viandes.
Le plaisir, c'est celui du soleil, mais c'est une composition de notre bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, c'est quelque chose d'assez indéfinissable. C'est pour ça qu'on a des philosophies du bonheur. Et le plaisir est pour moi une condition du bonheur. Mais il faut faire attention au plaisir parce qu'il peut nous faire tomber dans la drogue dure et ça n'est pas souhaitable. Merci pour votre prestation. J'ai eu deux questions. Vous avez normalement dressé un petit peu sur justement l'empathie, le don de soi, l'humanité, donc tout ce qui compose un petit peu au final la spiritualité, on va dire. Bien sûr. Sur du matériel. Et vous, comment est-ce que vous faites déjà la différence entre la matérialité et la spiritualité? Et selon vous, du coup, est-ce que la spiritualité fait le bonheur seulement? Dans la question du don? Sur la question de manière générale. Est-ce que vous pouvez simplement être spirituel sans avoir de bien matériel? On peut être spirituel et heureux. Prenez par exemple les carmélites. Elles sont spirituelles. Leur but, c'est de prier pour le monde, de prier pour l'Église. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a des matins où elles se sentent mal, où elles ont envie de partir. Je pense que la spiritualité, elle aide à construire notre bonheur et elle n'exclut pas le bonheur des instants. Et peut-être qu'elle favorise un bonheur à long terme, un bonheur global, mais je ne pense pas que la spiritualité soit la condition essentielle du bonheur. Et du coup, selon vous, ce que vous avez... Je vous en prie. Et du coup, simplement pour rebondir, ce que vous avez fait une métaphore très intéressante sur l'échelle du bonheur, en parlant du bonheur des instants et du bonheur de vie. Est-ce qu'au final, ce n'est pas qu'une seule et même échelle, où on pourrait dire par exemple que le bonheur des instants, c'est des barreaux, et l'ignorance constitue le bonheur d'une vie, et que les deux entremêlés, au final, constituent un bonheur global? On pourrait, mais je pense que l'échelle, il faut la gravir. Et que je pense que chacun des bonheurs des instants, est, comme vous l'avez dit, un barreau qui nous mènera vers le bonheur global. Donc, quand je parlais d'échelle, je parlais bien sûr, vous avez compris, c'était une polysémie, je parlais de différence d'échelle comme sur les cartes, mais votre image est intéressante et je pense que oui, les bonheurs des instants construisent à chaque barreau quelque chose qui peut nous permettre de nous élever. Et c'est seulement en haut qu'on voit qu'on avait une échelle. Et entre les barreaux, il y a tout le reste. Tout ce qu'on n'a pas voulu voir. Et finalement, on voit que les barreaux. D'autres questions? Merci, Monsieur Burgevin. Merci. Monsieur Ravinet, prenez place. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos deux mots, s'il vous plaît? Comme mot, j'avais tambour et Mossad. Vous avez 10 minutes. Ami de la belle parole et amateur de l'art de raconter le plus de sottises en 10 minutes, bonsoir. Avant toute chose, j'aimerais présenter des excuses à ma grand-mère pour ce qui va s'en suivre. Effectivement, d'un élan de bonté, dimanche dernier, ma grand-mère avait invité 2 fidèles compagnons, 2 larrons, à venir déjeuner. Cependant, voilà le problème. Le déjeuner était infâme, impossible à manger. Je fus outré de ce qui m'était servi, moi, amateur de repas étoilés. Tentant de me changer les idées, je me mis à songer au sujet qui m'avait été proposé. En faut-il vraiment peu pour être heureux? Quoi de mieux que poser cette question à quelqu'un profondément touché par le sujet? Quelle aubaine étaient pour moi ces 2 fidèles compagnons présents à ma table à ce déjeuner? Je leur demandais alors, en faut-il vraiment peu pour être heureux? Faute de charisme, ces 2 derniers ne m'avaient point écouté. Alors, je me devais de me faire ma propre opinion. Sincèrement, en faut-il peu pour être heureux? Je ne sais pas si un sujet plus complexe avait pu nous être proposé, non pas par l'idée qu'être heureux pouvait être caractérisé par certains comme un rêve utopique dont personne ne sait réellement ce qu'il en est, mais simplement parce que ce sujet suscitait une multitude de questionnements. Pensez-vous que moi,
Cyriaque Ravinet, étudiant en première année de droit, je vais vous donner la réponse à cette question en 10 minutes. Que je vais m'improviser philosophe devant vous ce soir? Alors, où sommes-nous? Et si j'ose dire, et oui je vais le faire, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors, ne sachant pas la définition du bonheur, je m'empressais d'aller la taper sur Internet. Voici la définition qui me fut proposée. Être heureux, c'est d'être passionné par un cours de droit constitutionnel. Ce qui sous-entendait bien évidemment un idéal impossible à atteindre. Et là, le déclic m'est venu. Que dis-je? L'ampoule au-dessus de ma tête s'est allumée. 2 propositions du bonheur me sont apparues. Comme une lumière, et pourtant je n'en suis pas une. Tout d'abord, nous pourrions croire que le bonheur découlerait de tous nos désirs les plus profonds, des plus sombres aux plus clairs, afin de nous satisfaire personnellement. Satisfaire ses besoins personnels? Voilà une vision bien égoïste du bonheur. Beaucoup, pensent que la recette du bonheur résiderait dans l'idée que nous devons obtenir des biens matériels afin de combler notre ego personnel et surdimensionné et afin de prouver aux autres et de leur montrer ce que nous avons et ce que eux n'ont pas. En effet, la nature humaine pousse toujours l'être humain à chercher à vouloir, ce qu'il n'a pas. Faire l'acquisition d'une multitude de biens matériels, l'idée de gagner des milliers d'euros, voilà une idée qui nous fait tous frémir. Je conçois parfaitement que pour certains, vous préférez pleurer dans une Maserati qu'écrire sur un vélo. Mais, et je vous dis bien mais, ce ne sont que des choses qui n'apportent pas le bonheur, mais qui viennent plutôt flatter notre ego. Tout cela n'est que temporaire, ce n'est qu'une question de temps. Une fois que l'on obtient ce que l'on désire, est-on vraiment heureux? Ou cela est juste l'accomplissement d'une petite chose qui nous procure une petite dose de plaisir pendant un laps de temps? Depuis tout petit, on m'a toujours dit qu'on ne devait pas parler d'argent sous prétexte que cela était mal élevé. Eh bien, écoutez, ce soir, je ne vais pas m'en priver. L'argent, cette monnaie visible ou invisible, celle qui nous permet de tout avoir, celle qui divise les uns ou rassemble les autres. J'aimerais vous dire que l'idée générale qui affirme que l'argent fait le bonheur n'est qu'une illusion. Peut-être qu'il y contribue en partie, ça je vous l'accorde. Il est vrai que moi, quand je dors pendant les vacances dans des hôtels de luxe, cela m'est bien plaisant. Cependant, ce ne sont que des artifices. Nous sommes bien trop ancrés dans une société de consommation fictive et irréelle qui nous séduit en nous faisant croire qu'avoir le dernier téléphone de marque ou la dernière montre connectée nous rendra heureux. Toutes ces marques nous déconnectent en réalité de la réalité. Et cela nous entraîne dans le cercle infernal qu'est l'excès. Ceci n'est que mensonge et trahison. Croire que vous allez être heureux en possédant des biens matériels, pardonnez-moi l'expression, mais vous n'êtes qu'un illuminé. Mais alors, qu'est-ce qu'être heureux réellement? Eh bien la réponse, je vais vous la donner, ou du moins essayer. Le secret du bonheur réside à l'intérieur de vous. Être heureux, pour moi, c'est d'abord réaliser un accomplissement de soi. Je m'explique. Je pense qu'avant de vouloir obtenir tout type de biens matériels, il faut être fier de soi, fier de ce que nous avons accompli et de ce que nous accomplissons. Par exemple, moi, je suis fier d'être devant vous ce soir, suite à ma qualification la semaine dernière, à ma grande surprise. Voilà ce qui me rend heureux, d'être devant vous ce soir. Alors, nous pouvons penser qu'il en faut peu pour rendre heureux. Lorsque j'ai évoqué nos 2 invités dimanche dernier, peut-être qu'ils ont oublié ce qu'ils avaient eu pour le déjeuner. Simplement, je pense sincèrement que ce qui les a rendus heureux, ce n'est pas ce qu'ils ont eu pour le déjeuner. C'est simplement le fait que nous leur ayons porté de l'intérêt. C'est le geste qui compte. Pour la plupart, ce qu'ils demandent, c'est simplement de l'attention. Alors oui, pour être heureux, il en faut peu. Prenez les indigènes vivant en Amazonie, vivant au battement de leurs tambours, obéissant à un principe bien connu de tous, on ne regarde pas dans l'assiette de son voisin. Ils ne vivent de rien et se contentent de se satisfaire du nécessaire, vivant d'amour et d'eau fraîche. En effet, ce qui nous empêche d'être heureux, c'est le regard des autres et de toujours vouloir ce que nous n'avons pas.
je pense que nous sommes comme des fleurs. Lorsque nous sommes petits, excusez-moi, quand on grandit, on s'enrichit avec tout ce que nous apprenons, dès notre plus tendre enfance, des livres que nous lisons, aux films que nous regardons, de la maternelle au lycée, les années passent et plus nous nous épanouissons. C'est cette même idée que nous enrichissons avec l'expérience. Mais lorsque cette fleur fane, nous partons en n'emportant rien avec nous dans notre tombe. Merci. Alors, j'ai une question. Vous nous aviez dit que vous étiez en première année de droit. Alors, je vais ciseler un peu pour vous, du coup. Selon vous, est-ce qu'il existe ou devrait exister des lois qui protègent le bonheur? Est-ce qu'il existe un droit individuel au bonheur que l'État doit assurer à chacun? Alors, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Alors, évidemment, je pense que oui, dans une société idéaliste où l'État permettrait à chacun un bonheur individuel, bah oui, il pourrait exister des lois afin de protéger nous et notre bonheur, que chacun puisse se sentir heureux. Mais il me semble que dans certains pays d'Amérique latine, il existe un pays où le gouvernement fait en sorte que chacun des individus se sente heureux en privilégiant l'aide à la santé pour que chacun puisse bénéficier des aides nécessaires à être soi-même satisfait. Ça veut dire qu'il faut réussir à déterminer ce que ça veut dire exactement bonheur. Donc, vous y mettez déjà santé, vous y mettez quoi d'autre? Par bonheur, j'entends tout ce qui est relatif, évidemment, à la santé, mais aussi au fait que nous devons nous sentir bien dans le lieu où nous sommes présents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se sentir exclu d'une société parce que nous sommes différents. Donc, pour moi, être heureux, c'est être soi-même et être accueilli par tout le monde. Je crois que c'est le Bhoutan qui prône le bonheur national brut. Moi, j'ai une question. Vous venez d'un milieu privilégié, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure. Je voulais savoir si on peut être heureux en étant mal élevé, sans éducation, même grossier. Évidemment, si dès votre enfance, on ne vous apprend pas les règles de bienséance, et pour vous, quitter la table sans remercier personne, sans remercier la maîtresse de maison, passer une porte sans dire merci à celui qui vous l'a tenu, bien évidemment qu'à chacun à son échelle de bonheur. Oui, par exemple, si je venais d'une famille totalement différente, peut-être que je serais heureux en lançant des cailloux sur la police, peut-être. Est-ce que le jury a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Vous nous parliez de votre bonheur de fréquenter les restaurants étoilés. Est-ce que vous pouvez nous citer 3 plats qui vous ont marqué et lequel vous a procuré le plus de bonheur? Alors tout d'abord, je citerai le homard, qui est un plat bien connu de tous, car celui-ci me procure les sensations de la mer et je me sens comme un poisson dans l'océan. Ensuite, je parlerai, comment se prénomme ce dessert? Du plat principal, le wagyu, je pense que vous situez, qui nous fait ressortir les instincts de prédateur. Et voilà. Et ensuite, je pourrais vous parler de ce dessert à l'orange qui m'a tant marqué lors de mon enfance, réveillant mes papilles et ainsi, comme la Madeleine de Proust, me rappelant les desserts à l'orange, les gâteaux à l'orange que me faisait ma maman quand j'étais plus petit. Merci. Je vous en prie. Le bonheur existe beaucoup par rapport aux autres. C'est-à-dire que c'est plus par rapport, vous évoquiez peut-être que justement certaines éducations, certaines de remercier, vous assimilez beaucoup le bonheur, on va dire, à une échelle de Jobel. Mais si le secret du bonheur, il est en nous, il est purement individuel, pourquoi est-ce qu'on qualifie tout le temps, parce que vous qualifiez tout le temps justement le bonheur, on va dire, de plus matériel, pourquoi est-ce que la personne qui veut, par exemple, le dernier portable, elle ne peut pas être destinée que son bonheur n'est pas réel? Ce que je cherche à dire en disant que
Beaucoup pensent que le bonheur n'est qu'une chose matérielle. Je cherchais à faire la distinction entre deux parties. Oui, acquérir le dernier téléphone peut vous rendre heureux, mais est-ce que cela va vous rendre heureux sur une échelle? Pardon. Oui. Est-ce que cela va vous rendre heureux sur une échelle de longue durée? C'est ça que je cherchais à dire au fond de ma pensée. Vous cherchez à dire que le fait que j'explique que le bonheur n'est matériel que pour certains, cela est réducteur vis-à-vis de ceux qui pensent que le bonheur ne peut se trouver que dans les choses matérielles? D'accord. Après, c'est un texte qui a été écrit par moi, donc ce n'est que ma vision du bonheur. Chacun a sa vision différente. Bien évidemment que d'une personne à l'autre, le bonheur change. Peut-être que pour certains, le bonheur consiste en effet à acquérir que des biens matériels, et cela le rendra heureux de jouir de tout ce qui le possède. Mais pour ma part, c'est quelque chose de plus vaste. Je parlerai plus d'expériences qui nous enrichissent réellement, qui nous permettent d'avancer. Voilà. Une question peut-être. Qu'avez-vous contre le droit constitutionnel? C'est une matière qui a des hauts et des bas. Certains chapitres me passionnent, d'autres me passionnent moins. Peut-être que je dirais que j'ai été j'ai été drôlement surpris par la note que j'ai obtenue lors de mon premier partiel. Peut-être ça qui m'a un peu mis les crocs contre cette matière. Mais elle reste une matière honorable comme les autres, même si des chapitres restent particulièrement intéressants. Merci, M. Ravinet. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en ai une dernière, et je vous demanderai d'y réfléchir. Vous nous parliez des palaces. Vous préférez fréquenter un palace avec Loana ou un camping avec Rihanna? Un palace avec Loana? Avec Loana ou un camping avec Rihanna? Sincèrement, je ne vois pas qui est Loana. Alors peut-être une actrice. On est trop vieux alors, excusez-nous. Oui, peut-être. Je ne vois pas. Rihanna, je situe à peu près. Écoutez, Rihanna chante plutôt bien, donc ce serait volontiers de faire, comment ça s'appelle, des karaokés avec elle dans un camping. Ce serait sans aucun souci. Voilà. Merci, M. Ravinet. Madame Huguet, c'est à vous. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos deux mots, s'il vous plaît? Mes deux mots sont cassette et apartheid. Vous pouvez enlever votre masque. Ah oui, mince. Désolée. Et vous avez 10 minutes. Silence. Un silence de plomb. Je n'avais pas les mots, pas les bons mots. Que des mots qui sonnent faux, qui ne disent rien, rien de vrai, rien de beau, rien de moi. Vous parlez du bonheur comme un sage épicurien, vous dire que tout est beau, que tout va bien, non. Non, je n'avais pas la force, pas le courage. Je n'avais que ce silence assourdissant et ces mots insignifiants. Mais aussi, qui écrit les sujets? Demandez à une étudiante de 18 ans, contrainte, en pleine crise du Covid et société patriarcale, s'il en faut peu pour être heureux. Mais dites-moi déjà comment l'être, on réglera la question du peu après. Non, vraiment, j'étais désespérée, parce que je ne savais pas les mots. Et si la vie m'a bien appris une chose, c'est qu'il faut des mots, et beaucoup de mots, pour espérer un jour être heureux. Alors, je suis venue vous voir ce soir pour vous offrir les mots qui me sont revenus. Alors non.
Je ne vous parlerai pas de consumérisme, que le bonheur c'est d'avoir, d'en avoir plein nos armoires. Non, je crois que Souchon a déjà traité la question. Je laisse à d'autres tout regard sur le capitalisme, bénéfique, maléfique. Je ne vous parlerai pas non plus de quête spirituelle ou de minimalisme. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. Ce soir, il n'y aura pas de show, pas de cours de philo, ni de pipeau. Je n'ai ni parures extravagantes, ni blagues amusantes, mais je viens vous dire ce que j'ai vraiment à dire. Je veux vous raconter des vies qui changent les nôtres. Alors, simplement armée de mes mots, mes simples mots, je ne me contenterai pas de peu pour essayer de vous rendre heureux. Alors bon, d'accord. Je veux bien d'abord admettre qu'un peu suffise à notre bonheur. Oui, admettons. Pour être heureux, ne compte que l'assouvissement de nos désirs nécessaires, oserais-je dire besoins primaires, boire, manger, dormir et se reproduire. C'est peu, mais c'est assez. Tout le monde est content. Sur ce, je retourne dans ma grotte. Non, vraiment, pourquoi l'homme serait-il sorti des grottes si la parfaite idylle résidait dans cette équation simpliste? Boire, manger, dormir et se reproduire. Est-ce vraiment cela la condition de l'homme? Mais heureusement que nous ne sommes pas si peu. Et comme nous ne sommes pas si peu et que nous ne nous en contentons pas, nous avons fait nos valises, quitté Cro-Magnon et en avant pour le monde moderne. Et le papa de la psychanalyse, Sigmund, s'est lui-même réjoui de nos désirs inassouvis. La frustration de celui qui ne se contente pas de peu est le moteur d'une civilisation. Lorsque nous sommes frustrés, nous cherchons à créer, nous cherchons à sublimer. Sublimer, c'est faire émerger une culture, la culture. C'est chercher, inventer, innover, transformer, oui, le bonheur est de ne pas se contenter. Le bonheur est dans la frustration et ce que nous en faisons. Une petite fille qui joue à la marelle dans la cour de récréation. De longues tresses noires et un regard espiègle. Une petite fille qui compte sur ses doigts. La maîtresse passe dans les rangs. Tu n'as pas d'ardoise? Rentre chez toi. Une petite fille qui deviendra une femme à regarder les livres sans pouvoir les ouvrir. Sa maman n'a jamais eu l'argent pour acheter l'ardoise. Une maison, un mari, des enfants et une main qui ne peut pas écrire. Le peu lui suffit-il? Non. Toute sa vie, elle n'aura de cesse d'apprendre à lire et à écrire et toutes ses filles seront diplômées et toutes ses petites filles aussi et parmi ses arrière-petites filles, c'est moi qui suis ici. Et ce soir, je la remercie de ne pas avoir pris le peu comme un assez pour être heureux. Alors je sais, trop grande, trop fine, trop long, trop court, trop sensible, trop gentil, trop sincère, trop libre, trop... Ne jamais être dans l'excès. Ne jamais trop parler, on pourrait écouter. Toujours rester en retrait. Toujours derrière les hommes. Éternel second rôle. Mais les Césars sont dépassés et les femmes ne se sont pas contentées de ce « sois belle et tais-toi ». Elles ont refusé de se satisfaire du peu de droits, du peu de choix, du peu de voix. Elles se sont indignées, elles se sont élevées, elles ont choisi le bonheur, révoltées. Et à mon tour, je sais que je suis une femme
et que je ne veux pas me réduire au peu de considération qu'on daignera m'accorder, à n'être que l'adjuvant d'un héros qui n'est pas moi, à n'être qu'un corps plus qu'une personne. Alors, l'arme au verbe, puisque le bonheur reste un combat, je sais ce que je dois à toutes celles et ceux qui l'ont mené avant moi. Et je sais aussi que parmi vous ce soir, il y a des femmes et des hommes qui sont ici parce qu'ils ont refusé de se contenter de peu. Si Olympe s'était accommodé du peu de droits qu'on avait daigné lui accorder, mais la place des femmes n'aurait jamais progressé. Si Françoise eût été comblée en prenant les notes de Claude comme il le lui avait demandé, si Malala était restée chez elle, si Gisèle s'était suffi de faire le lit de son frère, si Pierre s'était réjoui et avait accepté les honneurs à la place de Marie, si Rosa s'était restreinte à une place debout à l'arrière d'un bus, si Nelson avait accepté l'apartheid, si Mohandas avait acheté son propre sel, si Martin, de ne pas rêver, mais si des femmes et des hommes ont voulu plus que leurs conditions, plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité, plus pour être heureux. Il ne suffit pas de peu. Il faut être libre et digne. Et ça, c'est plus que tout. Alors certes, ce serait plus simple de se construire son petit bonheur individuel et aveugle, qu'on garde bien précieusement dans sa petite cassette. Mais la volupté est amère quand elle côtoie l'enfer des autres. Et c'est ce qui fait de nous des hommes. Alors, face à un monde cruel, injuste, absurde, ne nous contentons pas de recevoir des coups. Battons-nous. On en veut plus pour être heureux. Toujours debout, jamais à genoux. Alors, on relève la tête et on va décrocher son bonheur sur la pointe des pieds. Simone peut dormir tranquille, je n'oublierai pas. Et je continuerai le combat pour nos droits. Ce soir, ayant la chance et le privilège d'avoir une voix et de pouvoir la porter devant vous, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ne se sont pas rassasiés de peu. C'est leur mécontentement d'un bonheur laconique qui nous permet d'être ici à parler librement dans un pays démocratique où, qu'importe mon genre, ma couleur de peau, mon origine, mon milieu social, j'ai le droit d'étudier pour bâtir un monde plus juste encore pour les générations futures. Je n'oublierai pas les luttes qui ont été menées pour qu'aujourd'hui, ça puisse parfois paraître peu que d'être libre. Chaque droit est une richesse qu'il faut chérir et polir si on ne veut la perdre, parce que les droits humains ne sont pas peu de choses. Alors, pour répondre à Balou, j'ai beau être joyeuse quand je t'écoute, quand on n'est pas un ours, il en faut un peu plus pour être heureux que du miel, Freud revient, que du miel, des fourmis et de l'innocence. Merci, madame. Est-ce que le jury a des questions? Oui. Merci beaucoup pour votre texte. Vous parlez beaucoup de combat. Plus simplement, pour revenir juste au bonheur, certains disent que le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin de vie. Qu'est-ce que vous en comprenez? Est-ce que c'est vrai pour vous? Je pense effectivement que c'est vrai, mais que ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas être heureux si on reste passif face à la vie,
Alors oui, le bonheur est un chemin, et se battre, ça fait partie de notre chemin plein de bonheur, puisque le bonheur, c'est quelque chose qui se forge, et dans un monde qui n'est pas juste au départ, on est bien obligé de se battre. Alors battons-nous avec le sourire, et combat après combat, victoire après victoire, c'est un bonheur qu'on construit pour soi, mais aussi pour les autres. Une question, vous êtes étudiante en lettres, c'est ça? J'imagine que vous avez lu Victor Hugo. Vous aimez bien Victor Hugo? J'aime bien Victor Hugo, effectivement. Est-ce que vous conseillez de lire Victor Hugo quand cet homme dit, par exemple, l'homme est forcé de faire, la femme peut se contenter d'être? Est-ce que ça fait partie des gens qu'on doit continuer à étudier ou pas? Je pense que ça fait partie effectivement des gens qu'on doit continuer à étudier, puisque si on arrêtait d'étudier tous les hommes qui ont tenu des propos quelque peu controversés sur les femmes, je pense qu'on étudierait plus grand monde. Mais ça fait aussi partie de notre histoire. Oui, on vit dans des sociétés patriarcales et c'est comme ça depuis des millénaires. Alors oui, il faut étudier Victor Hugo. Heureusement, il a dit d'autres choses aussi. Mais il faut aussi savoir que Victor Hugo était un homme et que tout ce qu'il dit n'est pas forcément vrai et que bien sûr, on peut le contester, qu'on peut au moins y réfléchir et essayer de trouver mieux. Bonsoir madame, merci pour votre prestation. Vous évoquez la notion de fraternité, est-ce que vous pourriez la définir? La notion de fraternité, c'est de considérer l'autre comme un frère et pas simplement un étranger, et de se comporter comme on devrait se comporter avec nos frères, être juste, être généreux, et comme je le disais, le bonheur est quelque chose qui se partage. Et je crois que si on considère cette notion de fraternité, on ne peut pas être heureux si on est seul à l'être. Et c'est là tout l'enjeu d'en vouloir plus aussi pour nos frères. Vous avez cité le combat de certaines figures, Martin, Gisèle, François, Marie, Nelson. Le but de ce combat était la recherche du bonheur. C'était du moins, je crois, la recherche d'un bonheur collectif et de cesser le malheur qui s'abattait sur ces vies. Alors parfois, oui, c'était un bonheur pour soi quand Françoise a refusé de prendre les notes de Claude. C'était aussi pour elle, pour dire « je suis une femme, oui, je suis là, et bien sûr que j'ai le droit d'étudier l'anthropologie comme vous et que j'ai autant de choses à dire », comme elle l'aurait dit à Claude Lévi-Strauss. Et heureusement qu'elle l'a fait, parce que si ça l'a aidé elle dans un moment de répondre à Lévi-Strauss, ça a aidé toutes les femmes de pouvoir nommer Françoise Héritier quand on cherche des modèles pour se construire. Dans la recherche du bonheur. Du coup, selon vous, le bonheur, en définitive, est-ce que c'est l'accomplissement d'une condition, par exemple, la condition féminine dans vos propos, ou est-ce que le bonheur est l'accomplissement d'une condition? Je pense justement que le bonheur est l'affranchissement des conditions et que si on cherche à nous enfermer dans une condition, dans la condition d'une femme, le but est de se battre pour qu'on n'ait plus à dire que la condition des femmes, non, il faudrait qu'on puisse dire que oui, on est femme, oui, on est, mais ça ne doit pas être quelque chose de subi, ça ne doit pas être quelque chose qui nous enferme. Et au contraire, c'est chercher toujours plus de liberté pour soi, pour les autres encore, et que c'est vraiment le bonheur quelque chose, comme si on allait tous ensemble de l'avant, vers un monde meilleur, sinon à quoi ça servirait d'être là, si ce n'est même pas pour le rendre plus beau, ce monde. Est-ce que le jury a d'autres questions? Est-ce que vous pensez que dans notre société actuelle, une femme peut atteindre le même taux de bonheur qu'un homme? C'est une bonne question. Je pense que, bien sûr, on est toujours dans une société patriarcale où être une femme, c'est pas forcément facile. Mais on doit bien essayer d'être heureuse, de s'élever, de se battre, et peut-être que là où on a un peu plus de chance, c'est que, puisqu'on la vit, cette condition de femme, on peut la combattre de l'intérieur. Et heureusement
qu'on peut la combattre avec le soutien d'hommes qui s'en rendent compte aussi. Mais ce regard différent qu'on peut avoir sur les choses, cette perception quand une difficulté supplémentaire s'ajoute dans notre vie, c'est une force. Et de cette force, on puise le bonheur d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Est-ce que de ce fait, vous pensez que le bonheur est une femme? Pourquoi pas, ce serait joliment dit. Merci Madame Huguet. Laissons la place maintenant à Madame Kelmels. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos 2 mots, s'il vous plaît? Apathie et rhododendron. Vous avez 10 minutes. Bien manger, c'est le début du bonheur. Et allumer son micro aussi. Alors, 1, 2, 1, 2, tout va bien. Excusez-moi. Bien manger, c'est le début du bonheur. Vous l'aurez compris, je parle d'un philosophe du XXe siècle extrêmement connu, Camembert, président, qui nous dit également dans ses ouvrages que plus ça coule, plus c'est bon. Et cela coule de source. Je le sens. Ça se sent. Enfin bref. Selon cette maxime, le bonheur résiderait non pas dans le fait de manger, à savoir satisfaire ses besoins vitaux, mais dans le fait de bien manger, satisfaire ses désirs. Laissez-moi reprendre celui qui, avec cette citation, s'était pris de mon cœur, mon esprit et ma raison. Serge, oh Serge Gainsbourg, certain de savoir ce pourquoi il s'éveillait, il s'est ainsi dit si soudainement, je connais mes limites. C'est pourquoi je vais au-delà. Jadis, il y a 2,5 millions d'années, le genre Homo apparaissait sur Terre. D'année en année, les espèces se sont mélangées, rencontrées, pour donner Homo sapiens, l'humain que nous connaissons, l'humain que nous sommes. Mais, petite question, si Homo erectus s'était contenté de marcher à 4 pattes et n'avait pas fait l'effort de s'ériger sur ses 2 jambes, alors Nike aurait peut-être doublé son chiffre d'affaires, Grand Corps Malade serait même en très bonne santé, mais l'idole de M. Ravinet serait à peine visible, Nicolas Sarkozy. Cela change la donne. Si Pasteur, oui, je fais un sacré bond en avant, mais si Pasteur s'était contenté de devenir un docteur Raoul, alors il aurait eu le physique de Jésus-Christ, mais je ne suis pas sûre qu'il aurait fait autant de miracles. Et petite piqûre de rappel, le vaccin contre la rougeole a permis de sauver 15 millions de personnes par an. Mais bon, vaccin, après tout. Si Rosa Parks était raciste, le 1er décembre 1955, si Nelson s'était contenté de se taire, si Jean Moulin s'était contenté de collaborer, je vous le demande, hélas, où en serions-nous dans notre quête? Alors non, l'humain ne s'est pas contenté de peu. Il s'est surpassé, il a cherché plus loin que ses besoins biologiques pour éduquer son esprit, son intelligence, pour cultiver ce qui des autres animaux le rend si différent. Bien, vous me demanderez, quid du bonheur? Pour certains, il transparaît dans le sourire d'un enfant, Michel Fourniret en témoignera. Pour d'autres, il s'agit de vivre sa vie à 300 km/h et à emprunter les chemins de l'incertitude pour se voir comblé. Schumacher n'en témoignera pas. Enfin, êtes-vous heureux, monsieur Schumacher? Acquiescez-vous le fait que la santé fasse le bonheur? Je ne suis pas sûre de vouloir la réponse d'un sportif qui s'est fait sponsoriser par Marlboro. Enfin, je répondrai à sa place. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Cependant, par convention, nous préférerions tous répondre oui à la question. Bateau, qui plus est. Faut-il vraiment peu pour être heureux? Mais
Vous contentez-vous de manger des œufs de lynx à la place du caviar? Vous contentez-vous de boire du cidre à la place du champagne? Vous contentez-vous de manger du pâté à la place du foie gras? Cela ferait un tout autre nouvel an. On est d'accord? Alors, même si selon Épicure et certains d'entre vous, être heureux, c'est se contenter de peu, apparemment, je vous répondrai, pourquoi se contenter? Auriez-vous dit à un parent qu'il aurait pu se contenter d'un seul enfant? Auquel cas, je ne serais pas devant vous ce soir et vous n'auriez pas été heureux. Ah. Auriez-vous dit à un patient en insuffisance respiratoire qu'il aurait pu se contenter d'inspirer un petit peu plus fort? Vous êtes-vous contenté de survivre jusqu'alors? Votre vie n'est-elle que contentement? Homme apathique que vous êtes, finalement. J'ai grande peine pour vous, le cas échéant. Un chanteur un petit peu oublié nous avait questionné. Je le cite. Il est où, le bonheur? Il est où? Bon. Eh bien, monsieur Christophe, pour rendre fiers mes professeurs, je continuerai avec quelques petits rappels scientifiques. Vous connaissez peut-être l'hormone ocytocine, la vraie hormone du bonheur, monsieur Paul-Émile, qui se traduit, je suis un petit peu scientifique, mais enfin, nous réglerons nos problèmes après. Hormone du bonheur, donc, qui se traduit par accouchement rapide. Il en fallait peu à ceux qui ont inventé le nom de cette hormone. Encore des hommes blancs de 50 ans qui pensent que le bonheur, c'est un accouchement rapide. Bon, pourquoi pas. Eh bien, cette hormone participe à l'accouchement, on l'a dit. Stimule l'attachement aux petits. Est libérée lors des rapports sexuels. Eh bien, il y a là un réel message. Bonheur égale famille, c'est QFD. Mais là où l'on voit que le bonheur est subjectif, c'est lorsqu'on se tourne vers des personnes comme Xavier Dupont de Ligonnès, visiblement en désaccord avec ce raisonnement. Bien. Fini la partie barbante. Nous allons aborder un sujet qui a passionné M. Pierre Perret. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou. Enfin, vous l'aurez compris, je parle du deuxième cerveau, parfois premier cerveau des messieurs. Entendons-nous. Eh bien, ne dit-on pas que ce n'est pas la taille qui compte? Sinon, il y aurait des milliers d'hommes malheureux sur cette terre, surtout à 3 du globe, enfin, prenez-le comme vous voulez. Mais pourquoi n'arrêtons pas toujours de quantifier un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout, peu? Alors, on me dit souvent, fais pas ci, fais pas ça. Et cette fois, je cite Jacques Dutronc pour ne pas avoir de questions sur Marc Dutroux, monsieur Hadj. Nous faisons des erreurs, mais préférons rejeter la faute. Et on se contente de dire que l'enfer, c'est les autres. Jean-Paul, plus de devoir justifier pourquoi. Pour les autres, non, je ne suis pas normale. Je ne devrais pas supplier les gens de me laisser être heureuse dans mon excès, finalement. L'excès de quoi? L'excès de zèle? Charles Aznavour avait pourtant dit que la bohème, c'était d'être heureux, même avec peu, dans les rues de la ville lumière. Alors, non, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais dans une société où presque tout s'achète, il y contribue. Alors oui, on peut vivre seul et bien se porter. Mais la détresse des gens isolés ne fait que m'alarmer. Depuis la pandémie, je me dis que l'enfer, c'est de vivre seul. Pardonnez-moi, monsieur Sartre, mais rester à huis clos pour notre esprit, c'est un meurtre. Encore une fois, il n'y a pas de définition propre. Pour Internet, être heureux, c'est jouir du bonheur, être content de son sort. Mais alors, si vous êtes content d'être notaire, si vous êtes content d'être prof, si vous êtes content d'être père, si vous êtes content de votre divorce, si vous êtes content d'avoir un habitat ou pas, acheté ou en location, si vous êtes content d'avoir ce que vous avez, vous êtes heureux. C'est bon. Peu n'est pas rien. Peu, c'est à l'échelle de votre vie. Pour certains, une pomme et d'autres, un voyage aux Maldives. Alors, n'écoutez pas Schopenhauer qui nous dit que la vie oscille
comme un pendu de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Déjà, pour être philosophe, il faut détester la vie. De plus, si la vie était un pendule, on aurait tous envie de vomir. Ce soir, je ne suis pas heureuse. Quelque chose m'empêche d'être pleinement la personne que j'aime. Nouvelle femme pour une nouvelle vie. Il m'en a fallu peu pour me sentir mieux. Et parfois, cher Platon, ce n'est pas le manque que l'on craint. Le mal peut se cacher derrière l'overdose chez Homo sapiens. Et comme il est à la mode de penser ces temps-ci que les scientifiques ont réponse à tout, je vous proposerai un protocole que voici. Servez-vous d'un alambic pour distiller vos craintes et en y ajoutant un peu d'absinthe et quelques rhododendrons pour plus d'acidité, buvez le tout et savourez les beautés d'un monde sans trouble. Ne justifiez pas ce pourquoi telle absurdité stimule votre hypophyse. Et pour reprendre les belles paroles d'une déesse grecque, just do it. Merci. Merci beaucoup. Oui, Madame Grenier, allez-y. Vous avez situé un peu votre propos avec les circonstances Covid. J'aimerais savoir si vous avez 2 activités essentielles à nous préconiser pour être heureux, pour atteindre le bonheur. Durant la pandémie ou dans la globalité? Là maintenant, là tout de suite. Là maintenant, tout de suite. Là. Votez pour moi. J'ai combien de temps? Non, plus sérieusement, je trouve que le bonheur, c'est quelque chose de très subjectif. Par exemple, moi, pour être heureuse, j'écoute beaucoup de musique. J'adore la musique, j'en fais. Je suis pas en train d'écrire mon CV là, clairement, mais non, j'aime beaucoup la musique, ça me rend heureuse. Manger aussi, bien manger, comme dirait Camembert président, ça me rend heureuse aussi. Et peut-être que pour certains, ça va être plutôt lire du Baudelaire ou aller faire du shopping. Et finalement, ça peut paraître peu pour certains, et pour d'autres, c'est beaucoup. Pour moi, maintenant, tout de suite, dans cette salle, asseyez-vous droit, déjà, pour ne pas avoir de scoliose, parce que ça, plus tard, ça vous rendra très malheureuse. Je vous conseille. Et puis restez hydraté. Hein, mon conseiller scientifique, lavez-vous les mains avec du gel hydroalcoolique. Voilà, j'ai pas mieux. Je suis vraiment navrée. Mais c'est ce que je préconise. Pensez-vous que le bonheur est différent en fonction du moment auquel on s'interroge, en fonction de l'âge qu'on a? Tout à fait, je pense. Peut-être que, par exemple, alors ça fait un petit peu cliché, mais je vais prendre des caractéristiques. Pour une personne qui est dite âgée, c'est-à-dire plus de 65 ans, pardon, mais bon. Non, quelqu'un, par exemple, qui a 81 ans et qui présente une mauvaise santé, un cancer, etc., pour lui, être heureux, ça va être guérir. Et pour une jeune de mon âge, être heureuse, ça va être dessiner son avenir derrière un projet professionnel, par exemple. J'imagine vraiment le bonheur, finalement, derrière un projet. Et je pense que le point commun qu'on a avec qu'on ait 5 ans ou 97 ans, c'est vraiment d'avoir ce projet, avoir un but, c'est être heureux. Moi, je pense que quand on atteint un grand âge, le bonheur, ça peut être aussi la satisfaction de ce qui a été vécu, de ce qui a été accompli, que ce n'est pas nécessairement l'avenir, et que c'est peut-être aussi l'aptitude à se situer dans le présent et à s'en contenter, non? J'aime pas vraiment le terme de se contenter. Je trouve que c'est un peu quand vous sortez de table et que vous restez sur votre faim, voyez. Vous auriez dû peut-être prendre plus de choses au buffet, il ne faut pas se limiter. Voilà. Donc,
Se contenter, j'aime pas ce terme, mais là où je vous rejoins, c'est quelqu'un qui a du vécu, entre guillemets, qui a vécu beaucoup plus de choses que, par exemple, moi qui ai seulement 19 ans. Eh bien, comme vous l'avez dit, la satisfaction d'avoir accompli des choses qu'on avait projetées peut-être avant, ou pas d'ailleurs, d'avoir fait des rencontres, des choses inattendues. Il est aussi dans le passé, le bonheur, finalement. Je suis d'accord. Et dans l'aptitude, justement, de la personne qui sans doute avait suffisamment vécu pour savoir, alors, se contenter, c'était peut-être pas adapté comme mot, mais avoir su développer une certaine aptitude à trouver le bonheur dans des endroits où, à votre âge, on ne le voit pas tout de suite, peut-être. Je ne peux pas parler en connaissance de cause. C'est clair. Mais je n'aime pas vraiment le fait de dire qu'on peut se contenter. Il faut trouver le bonheur ici, ou il faut trouver le bonheur là, il faut regarder autour de soi, on est heureux. Pourquoi se limiter? Si déjà on a ça, c'est très bien. On a ce qu'on a, on a notre entourage, on a un peu ce côté aussi matérialisme qui est finalement quand même important. On est content, on est heureux, mais toujours aller chercher plus loin. Moi, c'est vraiment comme ça que j'imagine le bonheur. Vous n'êtes pas d'accord? Chercher plus loin, puisque vous avez un humour un peu caustique quand même, chercher plus loin, quand on est en EHPAD, ça veut dire quoi? Quand on est en EHPAD. Ah, mais ça tombe bien, j'ai travaillé en EHPAD. Vous touchez un sujet que je connais. Chercher plus loin, c'est chercher... Alors, petite explication, en EHPAD, il y a les mangers mixés, ce qu'on appelle, ou les mangers morceaux. C'est un petit peu drastique, mais c'est la vérité. Je pense que peut-être que chercher plus loin, c'est se dire « Demain, j'arrêterai de manger de la purée. Ouais, demain, je vais manger un steak. » Voilà. Et c'est chercher plus loin. Et non, tout simplement, j'ai travaillé dans une EHPAD quand c'était le Covid, et j'ai vu vraiment la tristesse que causait l'isolement chez des personnes âgées. Et c'est vraiment, ça fend le cœur de se dire que ces personnes-là, malheureusement, nous, je me leurre pas, je serai certainement comme elles plus tard, j'aurai pas toutes mes aptitudes, et de me dire que je devrais peut-être rester isolée de ce qui me rend heureux, et surtout en EHPAD, c'est la famille qui compte beaucoup pour eux. C'est la famille, c'est les petits-enfants, c'est le fait de voir du monde, et la solitude, c'est vraiment quelque chose qui fait peur. J'ai une question. Vous avez commencé vos propos en disant bien manger, c'est le début du bonheur. Oui. Bon, vous savez, en étant à l'ESTVB, je ne vous apprendrai pas ça, qu'il y a des animaux qui mangent des insectes. Ça s'appelle insectivore, c'est ça? Chez les hommes, on parle d'entomophagie. Je voulais savoir si on peut être heureux, selon vous, en étant entomophage, ou alors la seule jouissance possible, c'est la raclette et la côte de bœuf. Est-ce que vous pouvez définir le terme d'entomophage? C'est donc le fait de manger des insectes, ce qui est de plus en plus courant. Eh bien, j'en ai fait l'expérience et je trouve ça vraiment très croustillant, à la manière d'une chips. Et non, finalement, bien manger, encore une fois, c'est un petit peu une réponse facile, mais c'est subjectif. Moi, j'adore la raclette, mais un jour, j'ai goûté des verres, et je me suis régalée aussi. Et c'est des saveurs. Là, honnêtement, il faudrait demander à Philippe Etchebest, parce que moi, la cuisine, à part faire cuire des pâtes, je ne pourrais rien vous dire d'autre. Mais bien manger, peut-être que pour votre voisine, ce sera je sais pas, un petit tartare, une tomate mozza. Pas parce que c'est gras que c'est bon, hein, même si moi je suis philosophique du gras. J'aime le gras, je représente le gras. Et finalement, bien manger, encore une fois, bien manger, est-ce que c'est manger sainement? Est-ce que c'est se faire plaisir? Est-ce que c'est d'être dans l'excès? Est-ce que c'est se limiter pour sa santé? Bien manger, c'est tellement large. Donc non, manger des insectes, je ne vois pas en quoi c'est un frein au bonheur, finalement. Que le jury a une autre question. Est-ce que vous pensez que pour atteindre le bonheur, il faut se mettre à nu, comme vous l'avez fait en vous démaquillant? Mettre à nu, bon, je pense que c'est une métaphore un peu poussée, mais... Non, c'est tout simplement ce que j'ai voulu représenter là en me démaquillant le rouge à lèvres. C'est parce que me maquiller, en fait, ce n'est pas moi. Et moi, si je viens parfois... si je me maquille, entre guillemets, je dois, c'est pas une obligation, c'est triste de dire ça, mais pour des événements, pour faire plaisir à ma famille ou des choses comme ça, je ne me sens pas forcément à l'aise. Et à partir du moment où on a un frein à cette aisance, eh bien, c'est un frein au bonheur. Parce que le bonheur, comme l'avait dit mon camarade, c'est vraiment une accumulation de plein de choses. Et moi, ça peut
paraître tout bête, mais avoir du rouge à lèvres, je ne me sens pas à l'aise toute la journée, je ne vais pas me sentir Oriane Calmels. Donc, se mettre à nu, c'est une jolie métaphore, je pense qu'il y a plus convaincant quand même comme démonstration. Mais voilà. Merci madame. Maintenant, le jury va se retirer pour délibérer. Nous demandons donc aux candidats et au public de sortir, s'il vous plaît. Nous vous appellerons dans un petit instant. Merci. Madame, messieurs les membres du jury, cher public, honorable candidat, bonsoir. Nous espérons que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. Il est l'heure pour nous de vous annoncer les candidats qualifiés pour la finale. Avant cela, nous tenons à remercier sincèrement les candidats qui malheureusement ne seront pas retenus. Vous avez su faire preuve d'éloquence, avec le poids de vos mots. Nous vous remercions pour l'investissement et l'intérêt que vous avez porté au concours. Nous nous ferons un plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Maintenant est venue l'heure tant attendue de savoir qui passe en finale. J'espère que cela vous apportera beaucoup de bonheur. Sont donc retenus afin de poursuivre l'aventure Madame Calmels, et Monsieur Burgevin. Nous invitons tous les candidats à aller voir le jury qui auront peut-être des remarques constructives à vous faire. C'est sur ces quelques mots que la soirée de la demi-finale s'achève. Nous vous attendons la semaine prochaine pour la grande finale. Cette fois-ci, le jury ne sera pas 6, mais 16. Et nous vous attendons le mercredi 31 mars à 18h en direct. Merci à vous. De manière éloquente, le grand oral de Lucly.